Healthcare. Qui est David Noir? Un petit bonhomme. Je m'étais destiné depuis enfant à faire plutôt de la paléontologie, parce que j'étais fasciné par voilà, l'univers des dinosaures un peu avant que ça soit la mode. Et arrivé au moment de faire des études un peu plus sérieuses dans ce sens-là, bah, c'était plus l'époque de Darwin, comme moi je l'avais imaginé, et que y a un tronc commun beaucoup trop considérable avant d'atteindre à ce qui me faisait rêver, quoi. Donc j'avais sûrement une vision déjà un peu transposée. Ce qui devait me parler là-dedans, c'est la représentation que j'en avais. Donc voilà, si je suis quelque chose, je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse à la représentation. Et après, j'ai un peu expérimenté tout au niveau de la scène, empiriquement, parce que c'est comme ça que je fais les choses. Pour moi, c'est une façon de trouver des solutions au concret. Et pour moi, il était difficile, ce concret. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il soit si difficile, parce que mon univers d'éducation était un peu enrobé, un peu magicien d'Oz par rapport au réel. Et le réel, c'est pas uniquement le réel de voilà gagner sa vie, etc. C'est aussi le réel de son psychisme face à ce qu'est le monde. Et ça a été assez brutal parfois, mais enfin j'ai quand même fait un parcours. Et pour moi, ce parcours, alors c'est ce qui se raconte aussi dans ma façon d'écrire, de mettre en scène, etc. C'était que c'était pas tolérable de vivre avec une once, en tout cas le moins possible de honte d'être. Et ça, pour moi, c'est pas admissible en fait. C'est pour ça que sans doute il y a eu beaucoup d'énergie dans une de mes créations, un de mes spectacles qui s'appelait Les Puritains, parce que ça a été pour moi dans ce terme de puritain, j'ai vu beaucoup de monde, à commencer par mes parents, mon éducation, moi-même, ma famille, mes proches, mes amis, tout le monde. Si je peux faire le lien avec la paléontologie, qui peut sembler très loin, dans ma façon de le voir, c'était pas si loin que ça, parce que je me suis aperçu que la paléontologie, c'était redonner de la chair à un souvenir, à 3 bouts d'ossement fossilisés, et c'est même plus de l'os, c'est du fossile, qu'on retrouve, et puis on développe un imaginaire autour de ça. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut reconstituer? Qu'est-ce qu'on peut reconstituer de ce qui préexiste? Alors ça peut aller loin, cette histoire-là, parce que même dans une rencontre, on peut toujours imaginer ce qui préexiste à cette rencontre. Pas uniquement le pourquoi, mais qu'est-ce qui amène à. Donc j'ai plutôt toujours tendance, à partir d'un petit mot, qu'est-ce qu'on peut en faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire si on tourne autour? Donc pour moi, c'est assez proche de trouver un petit bout d'os comme ça et de se dire ça a appartenu à un bestiau qui faisait 10 mètres de haut et 30 de long. Et c'est une façon de pouvoir vivre aussi, de pouvoir s'intéresser et de pouvoir rendre le concret appréhendable, quoi. Pas juste s'y heurter. Alors, qu'est-ce qui a déclenché en moi l'envie d'aller vers le théâtre? Alors, c'est justement 2 expériences de théâtre enfant. Une très petite, à la maternelle, dont j'ai un très vague souvenir, mais un vrai souvenir, qui est un souvenir formidable, et une autre beaucoup plus tard, quand j'étais en 4e, je crois, pourtant avec une prof de français extraordinaire, enfin, mais en tant qu'expérience de scène que j'ai trouvée abominable. Et je me suis dit, plus jamais ça. Et vraiment, c'était fait pour me dégoûter totalement. Et la première, elle était tellement libre et créative. Le souvenir que j'en ai, c'est qu'on a chamboulé la classe et ça devenait le toit d'un train. C'était de très loin inspiré de Il était une fois dans l'Ouest, je crois. Il y avait un bandit sur le toit que je jouais, un chapeau de cow-boy sûrement, et qui mettait sa main qui descendait sa main au niveau de la vitre du train, dans une botte, c'est-à-dire il simulait que c'était un pied qui descendait, mais en fait c'était sa main avec un revolver et il tuait un autre bandit ou je ne sais plus qui au travers de la botte. Mais
moi, et je crois pas l'avoir romancé, ce qui m'a été une révélation, c'est que je n'avais même pas imaginé, parce que c'était quand même l'ordre, la classe, j'avais pas imaginé qu'on pouvait tout chambouler comme ça, et mettre tous en dessus-dessous, et qu'on pouvait faire un décor avec ce qui était l'ordre établi, en fait. Alors ça, j'avais trouvé ça m'a frappé, parce que je savais que chez moi, je pouvais le faire, enfin, je pouvais jouer dans ma chambre, mais là, c'était à l'extérieur, c'était pas juste dans ma chambre. Donc à l'extérieur, il y a des gens comme ça, et des adultes, ils pouvaient mettre les trucs sans dessus-dessous, et on pouvait se mettre dedans, et on pouvait faire des personnages. Et alors ça, c'est un protocole presque, qui m'a marqué. La musique, le truc, c'était une découverte de la mise en scène. Parce que je faisais ça un peu instinctivement, je tendais des draps de lit dans le jardin chez mes parents pour m'imaginer un bateau à voile entre les arbres. Mais j'avais l'impression que ça intéressait un peu que moi, enfin, ou que c'était... enfin, ils regardaient, mais... voilà, je savais pas que que ça pouvait concerner des tas de gens. Et la deuxième expérience, une expérience là beaucoup plus institutionnelle, quatrième, on étudie un texte, Amphitryon, de celui de Molière, voilà, avec Sosie, tous les personnages. Et moi, je devais faire Mercure. Alors, il y a eu une très très mauvaise expérience là-dedans, c'est que mon père s'en est mêlé, voulant trop bien faire des choses à la scie sauteuse et machin, et voilà. Et donc, bon, il n'y a pas que lui, hein, il n'est pas à mettre en cause uniquement, mais le trop bien faire de tout ça, la maîtresse nous faisant étudier l'hydromel, comment fabriquer de l'hydromel des Romains. Tout ça, c'était très intéressant, sauf que arrivé au moment de jouer, c'était l'angoisse totale, parce que ça avait créé un univers complètement stressant. Alors, il y en a qui ça faisait plaisir, mais moi, ça m'a complètement terrorisé. Et tout ça s'est mis un peu en perspective. J'ai trouvé que les rapports ont été tout à fait désagréables. J'ai pas eu de plaisir à jouer, ça m'a angoissé, ça devenait quelque chose de très 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 important. Et alors bon, c'est plus tard hein, que je me suis aperçu de ça, mais que ce degré d'importance artificielle, artificiellement mise, parce qu'on pouvait obtenir les choses autrement, la preuve en était, m'a raconté beaucoup de choses sur la façon de faire les choses, que c'était pas parce qu'on se prenait au sérieux qu'on était sérieux, qu'il y avait beaucoup de choses, ça parlait beaucoup de la société, même avec des gens très sympathiques. Mais c'est le processus scolaire, même scolaire, qui veut se libérer d'eux. Pas si facile que ça. C'est l'institution, même quand elle veut bien faire, et c'est de l'autre côté quelqu'un qui se préoccupe pas de savoir si on va faire plaisir à tel ou tel parent, si ceci, si cela, qui fait les trucs parce que elle aime bien les gosses, ça la fait marrer, elle a envie de faire le truc, et elle a une idée. Juste comme ça, de mettre les bancs comme ça, le truc là, et ça se fait in situ. Il m'a paru 1000 fois plus riche, ça n'exclut pas de penser les choses, c'est l'endroit où on met la pensée. Donc voilà, s'il y a eu un déclencheur, c'est le hiatus entre ces deux façons de voir, ces deux façons de faire surtout. Et on peut s'inspirer de l'un, de l'autre, je me suis pas privé de m'inspirer de l'une et de l'autre, mais sans jamais oublier qu'il existait au moins ces deux façons de voir les choses. Et il y a une autre chose qui a été un petit ajout quand même, c'est finalement dans mon expérience de spectateur, qui a été au départ très fasciné, évidemment, et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que c'était tout à fait faisable. Et c'était tellement faisable qu'au bout d'un moment, j'étais de moins en moins nourri par ce que je voyais, et je me suis dit que c'était certainement le dernier endroit, ou le premier endroit en tout cas, où j'avais pas peur de faire quelque chose, parce que ça ne me fait pas peur. J'ai été enchanté par des tas de mises en scène que j'ai vues, donc je me suis dit que je pouvais y dire quelque chose. C'est pas forcément la chose dans laquelle j'avais peut-être le plus envie de dire des choses, mais en tout cas, elle était simplement abordable pour moi. Je suis devenu David Noir, ça s'est fait au départ plutôt comme un acte symbolique qui aurait dû durer un temps assez court. C'est un acte parmi d'autres qui m'avait été proposé par Alessandro Jodorowsky. Donc, et que j'avais trouvé formidable et beaucoup plu. J'avais lu son livre Le Théâtre de la guérison, tout ça. Bon, j'ai eu envie de faire une séance avec lui, comme ça. Et notamment, il m'a dit, tu vas essayer comme ça, de travailler sous un autre nom. Sauf qu'après, moi j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose là-dedans, de tous les actes qu'il m'a proposés, symboliques, puisque c'est un peu des actes thérapeutiques, voilà. C'est celui-là, évidemment, qui m'a intéressé. C'est celui-là que j'ai mené le plus au bout.
Et tellement au bout que d'emblée, du jour où je me suis dit, tiens, David Noir, ça me plaît, je l'ai tout de suite fait porter sur ma carte d'identité. J'ai voulu travailler sous ce nom-là tout de suite, quasiment dans la semaine. Donc c'était assez radical. Et j'ai écrit une lettre à tout mon entourage et ma famille, en leur disant que peut-être aux grandes dames de certains qui avaient envie de me voir évoluer avec mon nom ancien, je demandais à ce qu'on ne m'appelle plus que par ce nom-là. Alors j'ai reçu des réponses diverses et variées. Mais le fait est que, je tiens à le dire quand même en hommage à Jodorowsky et aussi à moi-même, puisque j'ai quand même fait le parcours, il suffit pas de faire... C'est vrai qu'il y a eu des changements radicaux, pas miraculeux, mais de conception de soi, au travers d'un changement de nom. Ça, c'est évident. Et ça ne résout pas tout, mais ça pousse à appréhender les choses d'une autre façon. Donc il y a effectivement une forme de renaissance au travers de ça. Il y a des textes magnifiques, littérairement somptueux, des textes drôles, des textes efficaces, il y a des textes qui peuvent sembler très pauvres. Tout ça est matière à théâtre, tout ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, tout peut fonctionner. Moi, j'utilise des forums sur Internet que je fais interpréter tel quel, j'utilise n'importe quoi. Absence de mots, présence des mots, respiration, bref, tout fonctionne. Parce que pour moi, le matériau, c'est tout sauf péjoratif. Le matériau, c'est à la fois, comme je disais, la chose existe en elle-même, mais il y a soi. Quand on a porté un regard dessus, quand on a entendu parler, quand on l'a vu, quand on l'a partagé, ce qu'on a ressenti, où on était quand on l'a lu, et à nouveau quand on en parle. C'est tout ça la direction d'acteur aussi. C'est tout ça. On transporte des moments, on fabrique du moment, parce qu'in fine, ça sera du moment qu'on fera voir, et un moment qui attend le regard d'autres qui ne seront pas encore là, et l'écoute. Donc on fabrique que du moment, on n'adapte pas une pièce, on met pas en scène une pièce, c'est pas vrai. Une pièce, si on la prend telle quelle, alors je prends n'importe quoi, un texte ancien, d'un auteur mort, Molière, Racine, qui on veut, un grand classique, c'est lyophilisé. C'est comme les fossiles dont je parlais. Voilà, c'est pas du tout méprisant quand je dis ça. C'est qu'on n'a pas la chair qu'il y avait autour. On ne sait pas comment c'était interprété. On imagine. Il faut réimaginer. C'est exactement similaire à la paléontologie, à l'archéologie, aux dinosaures et aux grandes cités qu'on essaye d'imaginer avec 3 petits bouts de pierre qui servent de fondation. Et peu importe que ça ressemble vraiment à ce que ça a été, ça ne pourra pas. Mais en tout cas, c'est lyophilisé. C'est comme de la soupe en sachet. Molière, Racine, Feydeau. Et c'est formidable parce qu'on la met, c'est magnifique. C'est Jurassic Park finalement, faire du théâtre avec des auteurs. Eh bien, c'est ça qui est important. Donc comment on va le faire pour pas que ça soit Jurassic Park, que ça se passe bien. C'est ça qui est délicat. Est-ce que c'est une volonté de soi? Est-ce que je veux entièrement exister au travers de ça? Bon, ça fait un peu de la peine, mais quelquefois ça se voit. Voilà, c'est ça une mise en scène, c'est l'esprit des lieux. Ça veut dire comment on va transporter ça, c'est pas qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, il n'y a pas de chose plus bête que ça. C'est pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, on ne sait pas ce qu'il a voulu dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire. C'est très différent. Ce qu'il a voulu dire, j'en sais pas, moi-même quand j'écris, je sais pas ce que je veux dire. Mais par contre, ce que ça veut dire, on peut en avoir une idée. Mais ce que ça veut dire pour toi, c'est pas ce que ça veut dire pour moi, on essaye de voir. C'est surtout comment ça sonne quand tu le dis. Ah, est-ce que ça me fait quelque chose? On essaye. Alors, faut essayer dans l'espace. C'est, de l'expérimentation in situ, parce qu'on sait même pas comment ça sera entendu. Donc, on peut pas faire des suppositions sur tout ça et passer ça. Non, on perd pas son temps dans tout ça. Là aussi, on est pragmatique, on est concret. Le théâtre, c'est du concret. C'est une onde qui parvient à ton cerveau quand je parle et vice-versa. Je te reçois, tu me reçois, est-ce qu'on est bien sûr? Donc c'est parler à quelqu'un quand on parle. Mais on parle toujours finalement, donc c'est parler à quelqu'un. Et parler à quelqu'un. Donc ça c'est difficile. C'est difficile parce que dans la vie, on n'est pas toujours sincère, on n'est pas toujours là. Parce que être sincère, c'est déjà être là. Vraiment là pour quelqu'un, pour ce qu'on dit. Alors, quelles sont les bonnes raisons pour être là? Parce que les gens disent, ah, le trac, machin. C'est pas le bon truc pour le prendre. Il faut avoir envie d'être là. Donc, ça veut dire qu'il faut pas être mal à l'aise là. Donc, la détente d'être là, elle est essentielle. Il y a tellement d'éléments à convoquer pour se dire qu'est-ce que c'est que réellement monter quoi que ce soit. C'est-à-dire créer un instant
de façon complètement factice au départ, sans nécessité autre que de le faire exister, ça convoque beaucoup de choses. Je pense que ça mérite mieux que de dire tiens, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une pièce ou un auteur que je chéris particulièrement? Opérette de Gombrowicz, oui. Alors, pourquoi? C'est souvent parce que c'est ça aussi un spectacle vivant. C'est à quel moment tu le découvres, à quel moment tu le vois, dans quel contexte, comment tu le lis. Voilà, donc c'est aussi tout ça. Bon, Gombrowicz, parce que je trouve extraordinaire sa soif de liberté, son envie de raconter différemment, de mettre tellement d'éléments poétiques. C'est-à-dire d'avoir de permettre une vraie écriture scénique au-delà d'une écriture littéraire. C'est comme s'il écrivait d'emblée avec ce que peut produire la fantaisie que peut produire un plateau. C'est fait pour ça. On n'a pas besoin de le réinterpréter finalement. Il donne tout. C'est un petit peu comme Ionesco. Si on l'écoutait, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, on suit ce qu'il propose parce que l'imaginaire est déjà là. Il a un imaginaire très fort qui est déjà donné. Donc pourquoi rajouter le sien par-dessus? Et je parle de ça parce que ça m'a beaucoup frappé. C'est de loin pas des gens de théâtre qui m'ont marqué pour m'apprendre à faire ce que je fais. Alors les grands auteurs, oui, on parle de Gombrowicz, mais en fait, les gens qui m'ont marqué, c'est les gens que j'ai vus en scène ou qui m'ont fait apparaître la scène devant moi alors que j'étais dans ma chambre. C'est Kubrick, c'est Bowie, c'est Ruggero Raimondi quand il interprétait Don Giovanni sur scène et dans le film de Losey. Mais s'il y a une pièce, voilà, je vais m'en tenir à celle-là, je vais dire Opérette de Gombrowicz. Alors, c'est quoi le métier d'acteur? Pour moi, alors, c'est pas chercher ce qu'on veut dire, c'est pas chercher comprendre ce qu'on fait, c'est pas chercher... Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça veut dire être content d'être là. C'est surtout ça. C'est surtout s'entraîner à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être là, ici et maintenant. C'est-à-dire pas un petit peu avant pour être malin, essayer de vouloir, machin. Pas un peu après parce qu'on s'est fait prendre de court et qu'on n'a pas écouté, qu'on n'était pas... Non. Être avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'on peut les inventer? Oui. Est-ce qu'on les comprend très vite? Je pense que oui. On comprend que c'est un processus où finalement, moi j'appelle ça la marionnette de soi, c'est toujours un peu bête, c'est non, mais ça me sert pour faire comprendre. C'est-à-dire que c'est comme un moulage de soi qui serait quelquefois au plus près, c'est presque soi, mais c'est pas tout à fait soi. Faut bien comprendre que c'est pas tout à fait soi. Puis on fait comme ça, puis on l'emmène un peu loin, puis là c'est des grosses machins et des grosses marottes, et c'est un moulage de soi un peu plus loin, un peu plus grotesque, mais c'est un soi roublard. C'est un soi qui passe par une arrière-pensée, un arrière-sentiment. Donc on est dans le réel avec l'autre. Et finalement, ce qu'on développe, c'est ce que la société sait particulièrement bien faire, c'est une forme d'arrière-pensée et d'un arrière-vécu, ce qui génère d'un autre côté l'hypocrisie. Donc il faut avoir parfaitement compris ce que c'était que l'hypocrisie, pour être parfaitement sincère au théâtre. Et une vraie sincérité, une belle sincérité, c'est plus complexe que ça, parce que c'est quelque chose qui vous chope à un moment donné, parce qu'on va travailler avec ses vraies émotions. Mais elles viennent toutes seules. Tu vas penser à un truc, tu vas penser à la brièveté de la vie humaine. Voilà. Tu penses forcément à quelque chose qui va t'émouvoir. Parce que faut aller vite, quoi. Ça s'appelle La vie est courte, ma compagnie, il faut aller vite. Et donc tu penses à quelqu'un quand tu fais ça. Enfin, tu penses à la personne qui est en face de toi. Tu dis, on n'a pas le temps, on n'a juste pas le temps. Et puis après, tu vas t'amuser, tu vas prendre ça de loin, tu vas penser à quelque chose de plus... Oui, évidemment qu'il y a ça, mais on peut s'en foutre aussi de la vie humaine, quoi. Tu vois, on peut royalement s'en foutre. Je fais ce que je veux, je suis sur scène, je fais ce que je veux, je peux aimer être un violeur, moi, tout d'un coup. Ah tiens, c'est pas dans l'air du temps, je vais me le farcir, moi, je vais être Don Juan. Parce qu'attention, Don Juan, c'est un violeur. On peut pas jouer Don Juan si on n'a pas de l'admiration pour le viol. N'importe quel viol, hein. Mais c'est de l'admiration. Alors là, c'est intéressant, l'art aussi, parce que les gens, il faut quand même qu'ils fassent la différence entre l'apologie du monstre et puis être un monstre dans la vie. Pas forcément pareil, ça sert un peu à ça, l'art, mais on a l'impression qu'en ce moment, c'est compliqué d'en parler. Donc après, on parle de l'humain. Attention, on parle sérieusement de l'humain, parce que l'humain, c'est quelque chose qui va mourir, et c'est sérieux pour moi, c'est important. Parce qu'après, on sait au moins ce qu'on vise. Voilà, on vise un réel, une vérité de quelque chose qui est amusante, qui est stimulante,
qui va s'ancrer dans on va savoir de quoi on parle. Voilà, et puis après, pour aller chercher ça, faut s'entraîner. On va s'entraîner, alors quelquefois avec des très beaux textes, très grands textes. Les grands textes, c'est bien parce qu'on voit combien, quelquefois, on pense pas vrai. On pense pas au bout de la phrase. Si tu fais un vers de Racine, c'est tellement bien écrit, la pensée, elle est inscrite dedans, qu'elle va t'emmener au bout, machin, la pensée cursive, elle va t'emmener à parler à l'autre. Caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. Vous avez compris que je vous verrai, madame. Alors non, après, il y a l'élongation, il y a tout ça, il y a plein de choses. Voilà. Je suis pas forcément... voilà, mais on le travaille un peu. Il n'y a pas une façon d'être sincère, une façon d'être vrai. Mais par contre, il n'y a qu'une façon d'être là, parce que le temps est unique à ce moment-là. Et là, on n'est plus dans la paléontologie, un truc, on est à ce moment-là qui va nous intéresser là. La répétition, c'est pas faire une photocopie de ce qu'on a fait le mieux possible en répétition, pour le jour J, certainement pas. C'est s'entraîner pour approcher de ce qu'on peut faire de mieux quand il n'y a personne. Et on va essayer d'être dans la même détente et de faire quelque chose d'aussi intéressant avec ce qui se passe là. Non, donc le contexte à créer, pour moi, dans n'importe quel espace de répétition, c'est de se donner des ambitions hautes, mais il faut que ça soit qu'on ait envie, qu'on ait un peu peur, mais qu'on ait envie. Tout le monde peut et devrait le tenter, ne serait-ce qu'un petit peu, parce que ça amène quelque part, en tout cas, si on ne l'a pas interrogé chez soi, je pense que ça vaut le coup, oui. Et pour moi, c'est un espace où je respire avec les autres. Sans ça, j'ai du mal à respirer avec tout le monde. Oui, alors j'aurais beaucoup de conseils à donner à ce David Noir qui commence, si j'en avais la possibilité, parce que ça serait d'être peut-être un peu plus malin tout en restant lui-même. C'est pas toujours facile. Malin, c'est-à-dire cette capacité qu'il développe à essayer de comprendre le concret et comment on s'y adresse, la mettre aussi au service de sa vie de tous les jours, dans lequel l'entraînent les aventures artistiques, parce que ça entraîne une vie. C'est-à-dire au-delà du seul regard porté sur le réel de l'instant, le réel du plateau, il y a une chose essentielle quand on fait de l'art, de la création artistique, en tout cas moi tel que j'essaie de le faire, parce qu'il y a des gens qui le font peut-être plus politiquement et d'une autre façon. Hein. Moi je le fais parce que c'est là où j'ai envie de vivre. C'est les moments où j'ai envie de vivre, avec les gens de cette façon-là. Donc je me crée un petit espace protégé finalement, et j'ai besoin de travailler dans la quiétude. Et je ne trouve pas cette quiétude en dehors de cet espace. Donc c'est un espace extrêmement sécurisé pour moi, qui permet justement de tout faire, d'aller très loin en tout cas, et dans une humeur légère, et d'exprimer des choses profondes et quelquefois violentes, dans une humeur légère. On peut haïr légèrement. Mais j'ai pas envie de ne pas explorer ce sentiment aussi, il fait partie de moi. Mais si j'ai un conseil à donner à ce fameux petit David Noir qui débute, ça serait qu'il essaye d'en retirer la substantifique moelle pour s'en inoculer quelque chose et s'obliger à ce regard sur le réel avec ses impacts, c'est-à-dire de faire de lui un animal de rue plus pointu, pas rêveur, pas évanescent. Parce qu'il faut monter les projets, il faut recevoir des coups, il faut ne pas avoir peur d'aller à tel endroit, et il faut s'apercevoir du gouffre qu'on dessine sous ses pieds. Sans penser que c'est un beau dessin. Parce que, et ça, voilà. Il faut... Peut-être je referai exactement la même chose. Le savoir n'est pas... on ne vit pas de la même façon la conscience des choses. C'est plus intéressant déjà. C'est plus intéressant d'avoir conscience qu'on va tomber. Si quand je meurs, s'il y a encore des amis à moi là, si ça arrive, oui, ce que j'ai défendu, c'est d'être tout nu, moi. Je veux être tout nu. Je veux être dans un drap foutu dans la terre et tout nu, et je voudrais que ce moment-là soit festif, que ça soit une belle représentation de eux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent des choses, qu'ils montrent des choses, qu'ils fassent des performances, des trucs, que ça soit bien, qu'on montre un peu des vidéos à moi, des machins, et ça sera ce jour-là, quoi, simplement. Un peu avec moi, et un peu au travers des choses dont j'ai parlé, quoi, que j'ai essayé de me mettre en scène, essayer d'évoquer, essayer de faire sentir chez les autres, chez moi. Donc, et ça parle, oui,
d'une vraie nudité, d'une nudité simple, d'une nudité enfantine ou d'une nudité sexuelle aussi, etc., mais qu'elle soit bien comprise. Et c'est complexe. J'aurais passé ma vie et mon temps, depuis que j'ai un peu de conscience, à essayer d'en parler. En me défendant aussi de choses, en me défendant d'un espèce d'érotisme à la con qui m'intéresse pas du tout, en revendiquant des choses comme ça, une vraie pornographie, parce que quand on baise, on est dans une vraie pornographie. Il y a une vraie beauté des corps. Et l'intelligence qui est liée là-dedans. Et aussi combien s'en passer complètement, parce que c'est pas intéressant d'être réduit à sexualité. Moi, ça ne me définit pas. On s'en fout. On s'en fout qu'un homme vive avec un homme, vive avec une femme, vive avec un hérisson et un hamster. Alors j'ai du respect pour les gens qui sont battus pour. Moi, je suis tellement pas militant de rien, j'en ai rien à taper de rien. Moi, je pense qu'on doit se taire, en fait. On devrait se taire tout le temps. J'écris un peu là-dessus en ce moment, parler pour se taire. Le monde a fait des horreurs à longueur de temps, quoi. Nous avons fait. C'est pas les autres. Hitler, c'est pas les autres. L'indifférence, ça n'est pas les autres. Faire de soi un individu civilisé, c'est la première mission. Mais pour moi, ça, c'est une mission civilisatrice de soi à soi. S'éduquer soi-même par-delà ce qu'on a cru être une éducation, qui n'est pas forcément la bonne. Bref, devenir soi. C'est un gros travail, passionnant, intéressant. Et voilà, si je voulais qu'il reste quelque chose, je ne veux pas écrire de grande œuvre, je ne vais pas écrire tout ça, mais créer un instant, qui reste un instant qui soit celui où je ferme un peu ma gueule, qui soit ce jour-là, et que les gens soient encore contents, un peu tristes sûrement, j'espère un peu, ça fait toujours quelque chose, mais qu'ils soient contents d'être réunis par mon absence. Voilà, ça me fera plaisir.